la matinale d'Exact sur EDJ FM. Bonjour à tous, bienvenue dans la matinale d'Exact, une édition un petit peu particulière cette semaine puisque c'est la dernière édition de cette année scolaire. Et oui, chacun va partir ensuite vers de nouveaux horizons. Alors pour l'occasion, je vais être accompagné de Léa Canet. Salut Léa. Salut Hugo. C'est toi qui vas accompagner nos auditeurs dès la rentrée prochaine pour une toute nouvelle formule de la matinale. Bon, donc là tu vas nous accompagner aussi aujourd'hui, voilà, pour pouvoir te faire un petit peu la main, bon, pas trop stressé. Non, avec plaisir. Pour la première fois. Bon, super. Au programme de cette dernière émission, on vous parlera du programme Choose Europe for Science. C'est simple, Emmanuel Macron veut attirer des scientifiques et chercheurs américains en France alors qu'ils sont menacés de plus en plus aux États-Unis par Donald Trump. On parlera aussi du conclave pour élire le nouveau pape, il a commencé hier. On reviendra aussi à Nice sur la difficulté pour les camps de gauche de s'unir et faire une liste commune pour les élections municipales en mars prochain. On ira aussi en Allemagne où le conservateur Friedrich Merz a été élu chancelier. Et puis à la fin de cette émission, on ira à Alcatraz, la prison la plus célèbre des États-Unis pourrait bien reprendre du service selon la volonté de Donald Trump. Choisir l'Europe pour la science, c'est notre info de la semaine. Emmanuel Macron et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, ont tenu une conférence de presse ce lundi. Objectif, attirer les chercheurs américains alors que Donald Trump les menace de plus en plus, Thomas Gut. 500 millions d'euros pour l'Union européenne, 100 millions pour la France. Voilà ce qui est ressorti de la conférence Choose Europe for Science à l'université La Sorbonne. Un appel nécessaire pour Emmanuel Macron. J'appelle toutes les chercheuses et les chercheurs du monde entier à rejoindre ce grand projet européen, à s'unir pour et avec l'Europe. Parce que nous croyons très profondément, oui, que nos démocraties sont plus fortes pour éradiquer le cancer, pour permettre la transition climatique et, au fond, bâtir une connaissance au service du progrès humain. De son côté, la présidente de la Commission européenne a réitéré la volonté d'atteindre 3% du produit intérieur brut pour l'investissement dans la recherche et le développement d'ici à 2030. En France, c'est seulement 2,2% du PIB. Alors, ces investissements européens pour la recherche répondent aux coupes budgétaires décidées par Donald Trump. Oui, le président des États-Unis attaque frontalement la recherche et les chercheurs américains depuis son retour à la Maison-Blanche. Des coupes budgétaires décidées en grande partie par Elon Musk. Dans le collimateur, toutes les études relatives à la discrimination, à l'environnement et au climat. Il suffit d'un mot, comme le genre, femmes, handicap, pour que les fonds alloués à la recherche soient supprimés. Conséquence, des laboratoires ont fermé, des thèses se sont stoppées net et des chercheurs se retrouvent alors sans emploi. Si les mesures annoncées par la France et l'Europe sont saluées, une partie des chercheurs français s'inquiète. Oui, la France n'échappe pas non plus à des coupes budgétaires. Pas pour les mêmes raisons, plutôt une volonté de faire des économies dans un contexte d'une dette publique qui atteint plus de 3 000 milliards d'euros. Ce que regrette le chercheur en civilisation américaine à l'université Paris-Cité, Gabriel Solans. Il y a vraiment du coup de com'. Ça peut être utile sur des secteurs très précis de la recherche, mais effectivement, nous, ce qu'on aimerait en tant que chercheurs, c'est des moyens beaucoup plus larges. Sur le temps long, on est vraiment précarisé. Malgré les inquiétudes, accueillir les chercheurs américains est indispensable pour le médecin Alain Fischer. Je pense qu'il ne faut pas opposer une notion d'aide à des gens en difficulté. Il se trouve que c'est dans la recherche scientifique, ça pourrait être dans un autre domaine. Après tout, ils apporteront leur savoir-faire, leur connaissance au monde scientifique français. Ça peut être un atout. Ce qui est sûr, c'est que les chercheurs n'ont pas attendu l'appel d'Emmanuel Macron et d'Ursula von der Leyen. L'université de Toulouse en a déjà recruté 15. Celle d'Aix-Marseille a déjà reçu près de 300 candidatures, dont plus de 200 sont éligibles à être recrutées. Ça y est, le conclave pour élire le nouveau pape a débuté hier après-midi. Après la mort du pape François le 21 avril dernier, tous les regards se tournent désormais vers les cardinaux et la chapelle Sixtine. Mais évidemment, la question que tout le monde se pose, qui sera le prochain souverain pontife, Thomas Gut? Un Français devenu au fil des jours un pape habile, ces cardinaux qui sont les favoris pour devenir le prochain pape. Son nom, Jean-Marc Aveline, l'archevêque de Marseille, fait partie des favoris à la succession de François, ou plutôt le meilleur outsider. Il est apprécié pour sa pratique du dialogue interreligieux. Il incarnerait alors une forme de continuité, puisque proche du
proche du pape François. Si Jean-Marc Aveline est outsider, qui sont les principaux favoris ? En premier lieu, Pietro Parolin, c'est lui qui tient la corde pour devenir le prochain pape. L'Italien a été le numéro 2 sous le pontificat de François. Il a une grande expérience du pouvoir à Rome et à l'étranger. Il connaît la plupart des chefs d'État. Un atout dans un contexte international marqué par de nombreux conflits. C'est justement ce qui pourrait favoriser l'élection de Pierre Battista Pizzaballa. Le cardinal, lui aussi italien, vit au Proche-Orient depuis plus de 35 ans. Cette élection marque aussi l'opposition entre deux courants, l'un plus libéral et l'autre plus conservateur. C'est évidemment l'autre enjeu du conclave. Deux noms se distinguent et s'opposent à la fois. D'un côté, le Philippin Luis Antonio Tagle, qui incarne la vision libérale. Il défend l'inclusion des minorités sexuelles dans l'Église. Tout le contraire du Congolais Fridolin Ambongo Benzougou, qui prône des valeurs conservatrices. L'archevêque de Kinshasa avait critiqué la bénédiction des couples homosexuels voulue par le pape François, mais il est apprécié pour être devenu une figure de la paix dans sa région. Alors Léa, Hugo, si vous me demandez le pronostic, il est difficile, vous l'avez bien compris, ils sont 133 cardinaux, donc ils peuvent évidemment être élus et élire donc le prochain pape, mais je terminerai par un fameux dicton bien connu au Vatican, celui qui entre au conclave pape en ressort souvent cardinal. Des précisions de Thomas Gut. Et c'était pas facile, ces noms. Voilà. Je pense que vous pouvez aller boire un petit verre d'eau. Dans quelques minutes, on va anticiper un peu les municipales à Nice. La droite est puissante, la gauche tente de s'organiser pour faire une liste commune et avoir ses chances. Mais ce n'est pas sans mal. On en parle juste après ce titre qui arrive pour vous, Empire of the Sun. Voici Walking on a Dream. Le premier gros succès du groupe australien Empire of the Sun, c'était en 2008, Walking on the Dream sur EDJ FM. Y aura-t-il une union complète de la gauche à Nice en 2026 pour faire face à la droite ? Une partie de la gauche s'est réunie lundi 28 avril pour annoncer une liste commune aux prochaines élections municipales de Nice. Pour le moment, le collectif Viva et la France Insoumise ne font pas partie de ce rassemblement. Une union qui n'en est donc pas vraiment une, Hugo Petitjean. Les trois principaux partis de gauche l'ont pourtant martelé lundi dernier lors d'une conférence de presse. Ils sont parvenus à créer une union forte qui va permettre de gagner les municipales, selon Sandra Benjamin, co-secrétaire du groupe des écologistes à Nice. L'ensemble des forces de gauche, quand même, les socialistes, les communistes et les écologistes sont réunis, c'est déjà pas mal. Et c'est grâce à cette union qu'on va gagner. On a trouvé nos points communs, on a mis nos différences pour l'instant de côté. Mais au sein même de l'union, l'absence de Viva et de la France Insoumise pose question, ce qui n'inquiète pas vraiment Patrick Allemand, membre du Parti Socialiste à Nice. Et d'un côté, il y a un collectif, et de l'autre côté, vous avez les trois principales formations de gauche. La dynamique, elle va s'enclencher du côté des partis politiques. Viva peut faire perdre la gauche, peut-être, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de temps devant nous pour aplanir un certain nombre de choses. Et il appelle toutefois Viva et LFI à les rejoindre pour élaborer ensemble un programme commun, mais pour David Nakache, porte-parole du collectif Viva, la méthodologie n'est pas la bonne. Nous favorisons une démarche d'ouverture dès le départ. Il ne s'agit pas de se réunir en conclave pour enfin aller à la rencontre des habitants. La société civile n'est pas une variable d'ajustement. Nous sommes toujours disposés à dialoguer. Donc on va tout faire pour créer qu'une seule liste d'union de la gauche d'écologie. S'il y a des organes politiques qui n'ont pas encore l'habitude de l'ouverture, on va les amener petit à petit. David Nakache a invité lui aussi les partis de gauche à se réunir lors d'une réunion mardi dernier et d'une conférence de presse ce mardi. En 2020, LFI, Viva et les communistes avaient remporté près de 9% des voix au premier tour des municipales. Toutes les infos sont d'ores et déjà sur exactinfo.fr. Une page se tourne en Allemagne. Ce mardi 6 mai, Friedrich Merz a été élu chancelier par les députés du Bundestag, succédant à Olaf Scholz. À 69 ans, le chef de file de la CDU-CSU devient le 10e chancelier de la République fédérale à l'issue d'un processus parlementaire inédit. En effet, jamais un candidat n'avait échoué à obtenir la majorité absolue au premier tour du vote d'investiture. Bien qu'il soit soutenu par une coalition majoritaire avec les sociodémocrates du SPD, Friedrich Merz a d'abord récolté seulement 310 voix sur les 316 requises. Il a finalement été élu lors du second tour avec 325 voix pour, une élection plus serrée que prévu. Un revers inhabituel pour une majorité en principe solide. Est-ce qu'on assiste déjà à un premier signe d'instabilité ? Ce démarrage tendu donne le ton d'un mandat qui
s'annonce complexe. L'Allemagne est confrontée à une stagnation économique persistante. 2025 pourrait être la 3e année sans croissance. Pour y remédier, le nouveau chancelier propose un fonds d'investissement de 500 milliards d'euros, des baisses d'impôts et une réduction de la bureaucratie. Des mesures ambitieuses, mais dont les effets ne se feront sentir qu'à moyen terme. Ce plan de relance suffira-t-il, Léa, à rassurer une opinion publique de plus en plus sceptique ? Eh bien, en parallèle, Friedrich Merz doit aussi faire face à la montée de l'extrême droite. Selon les derniers sondages, la CDU-CSU est désormais au coude à coude avec l'AfD. Le nouveau chancelier souhaite afficher des résultats rapides sur la gestion de l'immigration, mais la mise en œuvre des réformes européennes ne commencera pas avant mi-2026. Enfin, sur la scène internationale, Merz veut marquer une rupture stratégique. Il effectue son premier déplacement officiel en France, avant Varsovie puis Kiev. Européen convaincu, il insiste sur la nécessité pour l'Union de devenir plus autonome, tout en maintenant des liens étroits avec Washington. Est-ce que c'est un signal politique fort ou une manière de réaffirmer la place de l'Allemagne au cœur de l'Europe ? Il débute son mandat à un moment charnière, dans un contexte où les lignes politiques, économiques et diplomatiques sont en pleine recomposition. Son élection sous tension, son plan de relance massif, sa volonté affirmée de repositionner l'Allemagne au centre du jeu européen, tout indique qu'il souhaite rompre avec la gestion prudente de son prédécesseur. Mais il devra composer avec une majorité fragilisée, une opinion publique méfiante et des partenaires européens parfois divisés. La route s'annonce étroite entre les promesses de transformation et les réalités du pouvoir. Reste à voir s'il saura transformer ce départ hésitant en relance durable, non seulement pour l'économie allemande, mais aussi pour la cohésion européenne et le rôle stratégique de Berlin sur la scène internationale. Les précisions de Léa Canet. Dimanche, Donald Trump a annoncé vouloir moderniser et rouvrir l'emblématique prison d'Alcatraz. Fermée depuis plus de 60 ans dans la baie de San Francisco, le président souhaiterait à nouveau y incarcérer les criminels les plus dangereux et violents. Vicky Farroquier. Depuis trop longtemps, l'Amérique est victime de criminels vicieux, violents et récidivistes, a écrit Donald Trump sur son réseau Truth Social. Suite à cette déclaration, il a ordonné la réouverture d'un nouvel Alcatraz en plus grand. Le président américain estime que la remise en fonction de l'établissement fermé en mars 1963 sera un symbole de loi, d'ordre et de justice. Avec cette dernière annonce, le président américain franchit une nouvelle étape dans la lutte contre la criminalité, un élément clé de son mandat à la Maison-Blanche. Selon l'agence pénitentiaire américaine, aujourd'hui, Alcatraz coûterait près de 3 fois plus cher que toute autre prison fédérale. L'isolement géographique de cette prison, située sur un îlot rocheux, générait de nombreux frais tels que l'acheminement par bateau de nourriture ou encore 3,8 millions de litres d'eau potable par semaine, l'île ne disposant d'aucune source d'eau douce. Évidemment, la proposition de Donald Trump n'a pas manqué de faire réagir. L'ancienne présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, démocrate californienne, dont le district comprend Alcatraz, estime que la proposition du président n'est pas sérieuse. Vous nous parlez d'Alcatraz. Alors, on sait que c'est une prison, mais qu'est-ce qu'elle a de particulier ? C'est la prison la plus célèbre des États-Unis. Elle a longtemps abrité les criminels les plus dangereux du pays. À l'origine du 19e siècle, l'île accueille un fort militaire. Elle devient ensuite une prison militaire, puis dans les années 1930, une prison fédérale de très haute sécurité. Perdue au milieu de l'océan Pacifique, l'île se couvre de barbelés, de miradors et de murs infranchissables. Mais c'est en 1962 qu'Alcatraz entre dans la légende. 3 détenus parviennent à s'échapper. Ils creusent un trou à l'aide d'un coupe-ongle, transforment un ventilateur en perceuse et fabriquent un radeau avec des imperméables. Malgré des années d'enquête, le FBI ne les retrouvera jamais. Sont-ils morts noyés ou en fuite quelque part en Amérique du Sud? Le mystère reste entier. En 1963, un an après, la prison ferme, trop coûteuse à entretenir. Depuis, l'île est devenue un parc national, mais avec les récentes annonces de Donald Trump, son avenir pourrait bien basculer. Les précisions de Vicky Varroquier. Et cette émission touche à sa fin. Alors on va lancer... Ah oui. Cette musique, parce qu'on n'est pas là pour se dire adieu et tous pleurer. Hein. Bon, non, on n'est pas là. Voilà. Bon, je vous le disais, hein, voilà, c'est la dernière émission de cette année, la dernière aussi associée à Exact, puisqu'on avait opéré ce petit partenariat, comme on peut dire, avec ce site web. Donc matinale plus site web. L'année prochaine, toute nouvelle formule, toute nouvelle équipe aussi qui va reprendre la matinale, notamment avec toi, Léa. Bon, je pense que c'est un peu tôt pour te demander si tu as déjà des pistes et une émission très tracée, une équipe. Peut-être que ton équipe est pas Ah, mais bien sûr, tout est calé de A à Z. Voyons, go. Bon. Tu as le professionnalisme. Non, mais voilà, ça, non, mais il faut le dire. Non, mais on doit quand même dire que nous, notre équipe n'était pas forcément constituée avant. On a commencé le 7 novembre.
Je pense que on savait peut-être pas 2 semaines avant ce qu'on allait faire, quoi. On a commencé un peu. Oui, on a commencé quand même, bon, et voilà. doucement, quoi. Voilà, exactement. Voilà, on s'est dit, faut le temps que ça se mette en place. exactement. On a fait des modifications aussi tout au long de la saison, adapter un petit peu l'émission. Donc voilà, donc tu vas pouvoir effectivement mettre tout ça en place à partir de la rentrée prochaine, c'est-à-dire à peu près au mois de novembre. Ça va être à peu près ça. Ouais, ça va être ça. Pas trop de pression. Non, mais aucune pression. Novembre. Non mais en plus tu as du coup du temps là pour préparer. On se quitte le 7 mai et tu vas recommencer au début de novembre, donc voilà. Le temps de voir les choses. Merci en tout cas à vous tous de nous avoir suivis toute cette année. Avant de se quitter, on voulait justement revenir avec Thomas sur 2 petits moments de flottement qu'on a connus nous tous, toute l'équipe lors de cette matinale. On a été assez sérieux toute l'année, pas de gros fous rires, pas de grosses difficultés, simplement une matinale, une seule, qui a été plus compliquée que les autres, celle du 20 février, où on a eu un petit peu de mal à garder notre sérieux. Selon lui, la menace la plus inquiétante n'est ni la Russie, ni la Chine, ni aucun autre acteur externe, mais serait une menace interne. Il s'agit du recul de l'Europe par rapport à certaines de ses valeurs les plus fondamentales, des valeurs qu'elle partage avec les États-Unis, a-t-il déclaré. Le message s'adresse surtout à l'Allemagne, où l'AfD, parti d'extrême droite, est isolée politiquement par un cordon sanitaire. C'était assez sérieux comme chronique à la base. Et on explique ce qui s'est passé. C'est très simple. En plus, c'est un peu de ma faute. C'est totalement de ta faute. Beaucoup de ta faute. En fait, c'est J'ai tendance toujours à faire de grands gestes derrière le micro quand je parle. J'ai une façon de parler pour incarner ce que je dis. Et donc, j'ai fait un grand geste. Et donc, le micro qui, pour expliquer, est sur un espèce de pied qui... Voilà, qui peut basculer très facilement. C'est ce qui s'est passé. Et sauf que, Vicky a eu du mal à garder son sérieux ce jour-là. Mais bon. Il faut dire qu'on rigolait tous, voilà. On était tous en fou rire. Et Vicky a réussi à tenir quand même un petit peu la barre. Vicky a réussi à tenir. Et bon, le sujet, c'était sur J.D. Vance. Ouais. C'était pas un sujet non plus très traumatisant, donc on pouvait se permettre de rigoler un peu. Donc voilà, donc c'est ce qui a apporté aussi le sel de la matinale, finalement. Et puis donc, même jour, à la fin de l'émission, il y avait aussi l'agenda de Juliette Goubert. Pour ne rien manquer, pensez à réserver vos places dès maintenant. Bon, vous nous parlez d'un événement qui était le 19 février, c'est ça ? C'est samedi là. Ok, bon voilà, mais comme ça on précise la date, parce que si quelqu'un a effectivement envie d'assister à cet événement rétro sur les années 80, et bien c'est ce samedi-là, voilà, au Stockfish, c'est ça ? Très bien, voilà, merci, c'est cet agenda qui met fin à cette... Alors là, je me suis vraiment senti tout seul, parce que on était le 20 février, Juliette nous annonce un événement, nous dit c'est le 19 février. Et donc là, je me dis, pendant qu'elle le dit, aïe, c'est compliqué, c'était hier. Bon, finalement, elle s'était trompée en disant la date et l'événement avait bien lieu 2-3 jours après, le samedi, donc ça allait. Mais Juliette nous a fait après une sorte de paralysie derrière le micro. Elle n'a pas osé dire quoi que ce soit. Elle a chuchoté derrière le micro en disant non, c'est ça. Donc bon, voilà, j'ai dû sortir un petit peu les rames pour essayer d'annoncer les choses de manière propre. Mais finalement, on a annoncé correctement. Et voilà, c'était 2 petits moments de flottement de la matinale, mais on a été quand même relativement sérieux pour dire qu'on l'a assuré toutes les semaines. C'était quand même très sympa. Vous avez un souvenir, vous, qui vous a marqué particulièrement sur le micro, la matinale, l'histoire du coup dans le micro? Moi, j'ai fait aussi tomber ma bouteille. Voilà. Ça m'est déjà arrivé parce que j'ai dû la poser pour faire les photos vidéo. Et je suis parti, en partant, j'ai fait tomber et on était en plein direct. Voilà. Et ça s'est entendu. Ça s'est certainement entendu parce que c'est une gourde qui en métal, quoi. En métal, donc forcément ça fait tout sur le carrelage en plus. Voilà. Donc autant dire qu'ils ont eu peur, ceux qui nous écoutaient. C'est ça. Exactement. À ce moment-là. Bon, très bon moment en tout cas passé, et donc c'est ce petit best-of qui met fin à cette dernière matinale de la saison. Merci à tous de l'avoir suivi. On a évidemment tous été ravis de la présenter cette année, d'être là presque tous les jeudis, on l'a dit, pour cette demi-heure d'actu qui était en direct. Je laisse les clés donc maintenant, on l'a dit, les clés, c'est une façon de parler, surtout le micro, Aléa désormais. Vous retrouverez donc ce dernier replay sur exactinfo.fr, mais aussi et surtout sur edgnews.fr, parce que c'est à cet endroit-là que vous allez pouvoir retrouver l'ensemble des prochaines matinales dès la rentrée prochaine. Merci Léa. Merci Hugo. On te retrouve donc à la rentrée. Merci à tous de votre fidélité, et l'info continue sur exactinfo.fr avec des articles ainsi que des vidéos sur nos réseaux sociaux. Bonne fin de semaine à tous. Merci l'équipe. Merci à vous. Je pense qu'on peut s'applaudir un peu quand même.
On est 4 dans le studio, mais on peut s'applaudir. Et 5, il y a Cyrielle. Et 5. Merci à Cyrielle, exactement, pour la réalisation de cette émission, il fallait le préciser. Elle a été là aussi, a répondu présent, en plus de Bastien qui était là régulièrement. Cyrielle a été là aussi régulièrement, elle nous a assuré la technique. Donc merci beaucoup à Cyrielle et très bonne fin de semaine à tous.